Les pays de l'Alliance des États du Sahel sont en passe de gagner leur pari. Plus d'un an après la signature de la charte du Liptako-Gourma al Mali, le Niger et le Burkina Faso attirent l'attention de leurs voisins ouest-africains. Premier à se manifester, le Togo, qui par la voix de son chef de la diplomatie n'a pas écarté l'idée d'une adhésion à l'AES, même son de cloche pour le nouveau président du Ghana qui, à peine arrivé, vient de nommer un envoyé spécial auprès des trois pays. Le Togo et le Ghana vont-ils rejoindre l'AES? L'Alliance des États du Sahel est-elle devenue incontournable? Nous en parlons ce soir, ou du moins, voilà, mesdames, messieurs, les deux principales interrogations au cœur de cette émission libre antenne, on le rappelle une fois de plus. Et puis, nouvel épisode de tension entre le groupe français Orano et l'État du Niger. Le groupe français en question a annoncé ce mardi 21 janvier 2025 qu'il engageait un deuxième arbitrage international contre l'État du Niger. Cette nouvelle action judiciaire intervient après la perte du contrôle de sa filiale Somaïa, qui est, on le rappelle, responsable de l'exploitation de l'une des dernières mines d'uranium encore en activité à Niamey. Voilà, mesdames, messieurs, les deux thématiques au cœur de cette émission de Point sur l'actualité spéciale mercredi. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Bonsoir à vous et bienvenue. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Vous êtes simplement sur For You, Média Africa. Bonsoir à vous une fois de plus et bienvenue sur votre média panafricain. Le Togo et le Ghana vont-ils rejoindre l'Alliance des États du Sahel? Cette organisation sous-régionale est-elle finalement devenue incontournable au regard des derniers développements? Voilà les deux principales interrogations que nous mettons sur la table et sur lesquelles vous reviendrez largement ce soir, à côté bien sûr des thématiques que vous choisirez. Vous le savez, c'est la libre antenne. Vous avez donc la possibilité soit de commenter les thématiques sélectionnées et mises d'ailleurs sur la table du débat, soit de nous en proposer en retour. C'est aussi cela qui fait, entre autres, la particularité de cette émission spéciale libre antenne, spéciale téléspectateur du mercredi sur les antennes de For You Média Africa. Il s'appelle Larry Larté, nommé par décret présidentiel du mardi 21 janvier 2025, envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel. Militaire à la retraite, Larry Larté est un ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana, juriste privé de formation. Il était le représentant spécial du président de l'Union africaine chargé de la coopération antiterroriste. Avant sa nomination, désormais, il est donc chargé, entre autres, d'entretenir cette passerelle entre Accra et les pays membres de la Confédération de l'AES. Une avancée significative à mettre d'ailleurs à l'actif du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, qui depuis son arrivée n'a cessé, du moins ne cesse de multiplier des actes, entre autres, de rapprochement entre Accra et les pays en question. Ce qui nous pousse sérieusement à mettre donc sur la table l'éventualité d'une adhésion probable, entre autres, du Ghana à l'AES. De l'autre côté, un autre pays voisin également, entre autres, tend la main aux dirigeants de l'AES. Il s'agit du Togo. Vous vous souvenez bien sûr de cette sortie, celle de son chef de la diplomatie. Il s'agit du professeur Robert Dussé qui, dans une récente interview, relevait clairement que le Togo n'écartait pas l'idée d'une adhésion à l'AES. Le Togo et le Ghana vont-ils intégrer cette organisation qui, aux yeux de plusieurs observateurs, serait plus que jamais une organisation sous-régionale incontournable? Vous avez donc la parole ce soir à côté, bien sûr, de ces thématiques. Nous reviendrons sur ce bras de fer qui se poursuit, les tensions qui s'intensifient de plus en plus entre le groupe français Orano et l'État du Niger. Le groupe français a annoncé ce mardi 21 janvier 2025 avoir, entre autres, introduit un nouveau recours au niveau international. On parle précisément d'un deuxième
arbitrage international. Objectif recherché, obtenir des compensations financières après la récupération, entre autres, de la filiale, la Somaïr, une entreprise du moins, cette société dans laquelle, bien sûr, le groupe français détenait des parts importantes. Alors, jusqu'où ira ce bras de fer précisément? Nous en parlerons également, mais peut-être bien avant d'aller au standard, puisque les codes d'accès, on peut d'ores et déjà les afficher. Prenons tout d'abord ce premier élément, d'ailleurs, qui plante le décor. Je le rappelais il y a quelques instants, le Ghana a donc son envoyé spécial auprès du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, nommé par décret présidentiel ce 21 janvier 2025. Au Ghana, le président de la République, John Mahama, a nommé Larry Larty envoyé spécial auprès de l'AES. La nomination officielle a été approuvée par décret présidentiel le 21 janvier 2025. Cette décision souligne les efforts déployés par le Ghana pour renforcer les liens avec les membres de l'Alliance. Élu le 7 décembre 2024, le président John Dramani Mahama n'a pas caché son intention de travailler avec l'Alliance des États du Sahel. Nous voulons travailler ensemble afin de pouvoir régler tous les problèmes, toutes les questions d'insécurité qui sévissent non seulement le Mali, mais dans les autres pays de l'AES, a indiqué Alfred Mahama, le porte-parole de la délégation ghanéenne reçue en audience par le président du Mali, le général Assimi Goïta. Au cours de son investiture le 7 janvier 2025 à Accra, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a représenté les 3 présidents de l'AES. En marge de cette visite, les présidents John Dramani Mahama et Ibrahim Traoré ont eu un tête-à-tête. Le président ghanéen a exprimé sa solidarité au chef de l'État du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, au sujet des attaques terroristes et a promis de travailler avec lui pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Intègres parce que, sans la paix, il ne peut y avoir de développement, avait-il déclaré. Après cette investiture, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, était à la tête d'une délégation le 16 janvier 2025 à Accra pour rencontrer le président ghanéen. Voilà. Son nom, Larry Larté. Au cours de son service militaire, il a suivi des cours professionnels prescrits d'ailleurs pour l'infanterie dans l'armée du Ghana, ainsi que d'autres cours professionnels et stages en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et bien sûr à Cuba. Son choix n'est donc pas anodin. On estime du côté du Ghana et qu'il a le profil qui se rapproche le mieux d'ailleurs des 3 chefs de l'AES, tous des militaires jusqu'ici. Donc il fallait forcément un interlocuteur qui comprenne un tout petit peu l'approche justement des 3 pays. C'est bien pensé tout de même par le président John Dramani Mahama. Sa dernière nomination au commandement de l'armée ghanéenne était celle de commandant du 64e régiment d'infanterie au moment de sa retraite de l'armée ghanéenne. Il était directeur d'état-major au collège de commandement et d'état-major des forces armées ghanéennes. Élu le 7 décembre 2024, le président John Dramani Mahama n'a pas caché son intention de travailler avec les pays membres de la Confédération de l'AES. Nous voulons travailler ensemble afin de pouvoir régler tous les problèmes, toutes les questions d'insécurité qui sévissent non seulement au Mali, mais dans les autres pays, a d'ailleurs indiqué Alfred Mahama, le porte-parole de la délégation ghanéenne reçue en audience, souvenez-vous, par le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Au cours de son investiture le 7 janvier dernier à Accra, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a représenté les 3 pays de l'AES. En marge de cette visite, le président John Dramani Mahama et Ibrahim Traoré ont eu un tête-à-tête. Le président du Ghana a ainsi exprimé sa solidarité au chef d'État du Burkina Faso au sujet notamment des attaques terroristes et a promis de travailler avec lui pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Après cette investiture, le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, était également à la tête d'une importante délégation le 16 janvier dernier à Accra pour rencontrer le président ghanéen. Notre sécurité est un objectif commun et nous devons travailler les uns avec les autres pour garantir la sécurité de notre région. Et si la maison de votre voisin est en feu, vous devez l'aider à l'éteindre, sinon il se propagera à la vôtre, a d'ailleurs déclaré John Dramani Mahama à la presse à l'issue justement de cette audience. On se souvient justement de cette conférence de presse.
D'abord, une délégation conduite justement par un émissaire du président ghanéen reçu à l'audience du côté du Mali par le général d'armée Assimi Goïta, suivi le 7 janvier dernier de la cérémonie d'investiture à laquelle a pris part le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, représentant bien sûr les 3 chefs d'État de l'AES, puis la visite à Bamako le 16 janvier dernier du Premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga. Une visite qui a été suivie bien sûr d'un tête-à-tête entre le Premier ministre du Mali et le président du Ghana. Autant d'éléments qui nous poussent donc logiquement à penser qu'il y aurait un rapprochement avéré aujourd'hui entre le Ghana et ces 3 pays, d'où la question, le Ghana va-t-il intégrer l'AES? Bien que certaines pesanteurs existent tout de même, le Ghana, on le rappelle, toujours membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment cela se fera-t-il précisément? À côté du Ghana, un autre pays voisin également toque à la porte des 3 pays, ou du moins de l'organisation sous-régionale devenue aujourd'hui plus que jamais incontournable. Il s'agit du Togo. On se souvient également de la sortie du chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé, qui soutenait, entre autres, que son pays était intéressé à l'idée d'intégrer la confédération de l'AES. Togo et Ghana vont-ils intégrer l'AES? Vous avez donc la parole ce soir sur les antennes de For You Media Africa. Les codes d'accès sont affichés pour tous ceux bien sûr qui veulent réagir à nos côtés. Et puis on aura l'occasion également de dire un mot, ou du moins vous aurez l'occasion de dire un mot également sur ce deuxième arbitrage international lancé donc officiellement par le groupe français Orano contre l'État du Niger. L'objectif affiché justement par le groupe français, obtenir des compensations financières après la reprise du contrôle de la Somaïr par les autorités nigériennes. Nous revenons également sur cette thématique dans cet élément que nous propose la réalisation. Depuis le retrait de son permis d'exploitation d'Imouraren en date du 19 juin 2024 et la perte de contrôle de la filiale locale Somaïr, Société des mines de l'air, Orano multiplie les recours pour avoir gain de cause. Ce qui explique le bras de fer qui se dessine entre l'entreprise spécialisée en uranium et le Niger. En effet, l'État nigérien avait décidé en 2023 de la souveraineté de ses ressources, parmi lesquelles l'uranium. Mardi 21 janvier, Orano a annoncé son deuxième arbitrage international contre l'État nigérien. Le premier avait déjà été engagé en décembre 2024. C'est auprès du CIRDI, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements à Washington. L'entreprise Orano considère ce recours comme le dernier moyen de faire valoir ses droits. L'objectif principal est bien de ne pas se voir évincer du Niger, ayant pour but de continuer d'accroître ses intérêts du Niger au travers du gisement d'Imouraren et sa filiale perdue qui lui appartient à hauteur de 103% et à 36% par Niamey. Orano, spécialiste de l'uranium, dénonce dans son second appel à l'arbitrage l'entrave de l'État du Niger dans la commercialisation de la production de sa filiale locale, qui, selon le groupe, a endommagé l'état financier de la Somaïr. La liste des doléances s'allonge. Orano compte réclamer des dommages et intérêts. La réserve d'Imouraren s'élève à plus de 200 000 tonnes. Et il banc signé bien sûr par Florent Olivier Noira, le spécialiste français, si vous voulez, si on peut l'appeler ainsi, de l'uranium. Orano a donc engagé un deuxième arbitrage à l'encontre de l'État du Niger après la perte de contrôle de sa filiale Somaïr, action qualifiée mardi justement par le groupe français en question de dernier recours possible. La Somaïr, société des mines de l'Aïr, est détenue, ou du moins jusqu'ici était détenue à 63,4% par Orano et à 36,6% par l'État du Niger, entre autres. Orano et l'État du Niger sont en conflit, on le rappelle, depuis des mois entre les autorités nigériennes, arrivées d'ailleurs au pouvoir en juillet 2023, ont affiché clairement leur volonté d'exprimer, ou du moins d'exprimer justement cet élan de souveraineté, ou du moins de faire de la souveraineté une priorité plus que jamais, en particulier notamment sur les questions des ressources minières, l'uranium étant bien sûr la ressource par excellence. Le groupe français dont le capital est détenu à 90% par l'État français, entre autres, a déposé sa requête d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, précise
D'ailleurs, le communiqué du groupe français en question rendu public par voie de communiqué, c'était ce mardi 21 janvier 2025. Ce contentieux est qualifié de dernier recours possible par Orano après plusieurs tentatives de résolution amiable, toujours restées sans réponse, ajoute justement le groupe français dans ce communiqué. Orano évoque notamment l'entrave de l'État du Niger dans la commercialisation de la production ainsi que l'anéantissement des droits d'enlèvement qui ont causé une aggravation de la situation financière de la Sobaïr, préjudice subi justement par le groupe français en question. Dans ce contexte, Orano prévoit de réclamer des dommages et intérêts et faire valoir justement ses droits sur le stock correspondant aux productions de la Sobaïr et ses réserves le droit d'initier entre autres, toute action, y compris contre des tiers en cas de préemption de la matière en violation justement des droits de prélèvement. Voilà ce qu'il faut de façon générale donc retenir autour de cette action, ou du moins cet arbitrage. Le deuxième d'ailleurs du genre sur le plan international lancé officiellement donc par le groupe français Orano à l'encontre justement de l'État du Niger. Les tensions d'ailleurs s'est intensifiées entre les deux entités. D'un côté, vous avez donc le groupe français qui exploitait jusqu'ici à vil prix l'uranium du Niger et de l'autre, vous avez les autorités nigériennes qui ont décidé plus que jamais de réaffirmer leur souveraineté, notamment dans certains domaines stratégiques comme l'exploitation de l'uranium. Que pensez-vous justement de cet arbitrage en question? Vous avez la parole sur les antennes de For You Media Africa. L'autre thématique également à nos côtés ce soir, ne l'oubliez surtout pas, il s'agit de la première mise sur la table en rapport justement avec cette possible adhésion du Togo à la confédération de l'AES. Les assurances ont d'ailleurs été données par le professeur Robert Dussé lors d'une interview. C'était la semaine dernière. Il est revenu entre autres sur certains sujets d'intérêt commun entre les pays de la sous-région de façon générale, la lutte contre le terrorisme, un défi d'ailleurs qui préoccupe de plus en plus aujourd'hui. Face à ces défis sécuritaires, il est important qu'on cesse de se regarder en chien de faïence, mais surtout qu'on se concentre tous sur l'avenir, mais surtout sur le bien-être des populations respectives. Quelles sont les conditions qu'il faudrait d'ailleurs mettre sur la table pour une adhésion probable du Togo à l'AES? De l'autre côté, vous avez le Ghana également qui se rapproche de plus en plus de cette organisation. Nous avons un premier appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir, monsieur Nguéné. À toute l'équipe de ce soir, c'est Shams de l'Angleterre. C'est tout un grand plaisir de vous retrouver encore ce soir. D'abord, rapidement, concernant mon pays, le Niger. Je pense que le Niger doit aussi, contresuivre Orano. C'est-à-dire, le Niger aussi doit porter des plaintes concernant les activités d'Orano au Niger. Parce qu'il y avait, je pense, un spécialiste qui était venu ici, sur votre plateau. Ça, je le sais parce que je suis du Niger. Tout celui qui est du Niger le sait aussi. Il avait bien parlé des problèmes de contamination qui se passent au Niger. Il y avait des amis, des parents, des amis à moi qui ont été contaminés par le fait qu'ils travaillent dans les mines d'uranium. Et jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes de dépôts de radioactivité dans la ville d'Arlit, qui n'est pas loin de là. Et pire, Sonichar, qui était avant l'usine d'exploitation de charbon au Niger, que la France utilisait, ils n'ont jamais rempli les mines et les ont laissées ouvertes et ils n'ont pas essayé de faire de sorte qu'il n'y aura pas de problème plus tard. Donc, vous voyez, je comprends bien que Orano veut aller à la cour, quand bien même que ce sont les produits nigériens dans nos sous-sols, et ils détiennent plus de 60% de ça, et nous seulement 30%. Ils veulent nous amener à la justice, d'accord. Mais nous aussi, on va essayer de les poursuivre, de ne pas prendre... Imaginez-vous un instant, s'ils ouvrent des usines ici en Europe, et essayer de contaminer des villes entières où il y a les dépôts de radioactivité dans les villes. Qu'est-ce qui va se passer? Les catastrophes environnementales. Tout ça là, le Niger n'a pas pris compte de ça parce qu'on avait, si je peux me le permettre, des dirigeants vraiment faibles et des dirigeants corrompus à l'époque. Donc, il faut essayer de voir aussi de la manière que même si Orano, je sais qu'on va gagner, ça c'est sûr, à la cour.
à la justice. Mais il faut aussi que Orano paye pour ce qu'il a fait à nos populations jusqu'à présent et continue de faire dans les régions. Il y a beaucoup de nappes souterraines au Niger qui sont un peu contaminées à ça. Les maisons à Arlit, les maisons à Bankola sont couvertes de radioactivité. Donc tout ça, c'est quelque chose à voir à travers les pays de l'AES pour contrer sous Orano aussi. Et particulièrement, je vais dire, le gouvernement français. Ceci est dit, je vais parler un peu aussi du Ghana, du Bénin et du Togo qui ont l'intention je ne sais pas si c'est l'intention, je vais dire, ou bien qui ont donné leur avis concernant l'AES. Je pense que c'est une très bonne idée. Et si vous voyez bien, pendant l'époque de Sankara, il y avait le président nigérien qui s'appelle Seyni Konché, il était aussi militaire. Le Niger, le Burkina s'entendait très bien. Je me rappelle en 83, j'étais encore jeune, il y avait un coup de jouer au Niger. Sankara voulait venir en ce moment-là, tous les Nigériens le savent. Sankara voulait venir au Niger avec le président parce qu'ils étaient en dehors du Niger, ils voulaient venir. Maintenant, la nomination du chef de l'armée au Ghana est encore un autre bridge, un pont pour essayer de rapprocher les pays plus, pour comprendre. Parce que d'habitude, les civils qu'on a, c'est pas que c'est un problème, mais les civils qu'on a vers les autres pays comme le Bénin ou bien la Côte d'Ivoire, eux, ils essayent d'utiliser la diplomatie en fonction de l'Européen. Alors que les militaires, ils sont sur le chemin, ils sont en train de voir ce qui se passe à leurs frères et à leurs camarades de combat. Ils ne peuvent pas accepter ce genre de diplomatie, alors qu'ils savent bien que dans les écoles où ils ont étudié en Europe, ça ne se fait pas. Ici, que ce soit en Angleterre ou bien en Amérique, on dit qu'en tant que soldat, tu ne te bats même pas pour l'armée, tu te bats pour le gars qui est à côté de toi. Mais eux, ce qu'ils voient ici, les militaires en Afrique, ils voient qu'ils sont partis sur le chemin, leurs camarades, leurs frères sont en train de tomber, et ce n'est pas aussi parce qu'ils ne peuvent pas combattre, mais c'est tout simplement dû à l'inaptitude des dirigeants. Donc, j'espère que vraiment ceci va conduire un peu à former un pont, voilà, je veux dire un pont entre les nations qui ont l'intérêt ou bien qui donnent l'initiative d'adhérer ou bien de gouverner avec l'AES. Ça serait une très bonne idée et je les encourage vraiment. L'AES est ouvert à tous les pays, comme on dit toujours. On n'est pas contre un pays, on est tout simplement contre les gens qui ne veulent pas que nous accédons à notre indépendance totale. C'est ça le problème. Alors, si vous êtes contre ça, bien sûr que l'AES serait contre toi. Tout celui qui vient, la personne est bel et bien welcome. Merci beaucoup, M. Nguéné. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres pistes de personnes qui veulent parler ce soir. Je vous souhaite une bonne et excellente soirée, vous et votre équipe. Merci beaucoup. Merci à vous, Chance depuis l'Angleterre. Merci pour votre contribution. Effectivement, vous avez raison de laisser l'antenne à d'autres intervenants qui souhaitent également réagir. Peut-être une pensée également à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les antennes For You Media Africa, en particulier à monsieur à Madame Awa Baldé, juriste et grande défenseuse d'ailleurs des droits de l'homme qui nous suit depuis la Guinée-Bissau en ce moment même. Merci à vous de ce côté, entre autres, du côté de Bissau. Vous êtes particulièrement nombreux, merci. Alors, je pense que nous allons rester au standard et suivre, ou du moins y prendre un autre intervenant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Oui, bonsoir, Baudelaire Nguéné. Je suis Frédéric Massobgi. J'appelle de Yaoundé au Cameroun. Bon, les deux thématiques de ce soir, je vais rapidement passer sur celle du Niger, auquel s'oppose l'entreprise française Orano. Pour tout dire, c'est une manœuvre, une tentative d'incapacitation du gouvernement nigérien qui devrait, selon Orano, être en incapacité
d'exploiter l'uranium ou bien de trouver d'autres partenaires pour exploiter cet uranium, parce que comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit. D'éventuels partenaires pourraient s'effrayer de ce que l'uranium nigérien a des problèmes, il y a un contentieux. Éviter de se lancer dans l'exploitation de la mise en valeur, de cet uranium-là. Cependant qu'Orano crie partout, sur tous les toits, avoir trouvé des filons beaucoup plus rentables que l'uranium du Niger du côté de l'Asie centrale là-bas. Donc j'espère que les autorités nigériennes ne vont pas se laisser intimider par Orano. Du côté du Togo et du Ghana, qui seraient d'éventuels candidats à l'adhésion à l'AES, je me pose un certain nombre de questions. Je voudrais vraiment être très optimiste, mais je me demande encore, c'est quoi l'AES? Jusqu'à présent, je comprends que l'AES, c'est une idée d'émancipation qui commence à se matérialiser à travers certains actes, une idée à laquelle nous, les peuples panafricanistes, prêtons certaines intentions, certains idéaux. Mais de mon point de vue, il manque encore beaucoup de substance à l'AES. C'est quoi l'AES? Que veut l'AES? Comment l'AES entend y parvenir? Pour les délais, on peut toujours voir au fur et à mesure. Pour dire que d'éventuelles adhésions, ce serait une bonne chose. Mais peut-être qu'au niveau des dirigeants, ils savent de quoi ils retournent vraiment. Mais je m'informe à For You TV. Peut-être que For You TV va m'éclairer sur ce plan-là. Je reste encore sur ma faim, pas dubitatif, je reste sur ma faim. J'attends des réponses à ces quelques questions. Mais par ailleurs, s'il y a une question qui devrait faire consensus en Afrique de l'Ouest à présent, c'est justement la question de l'insécurité causée par le fléau du terrorisme. Par-delà les idéologies, les intentions, les appartenances et autres, il me semble que ce sujet devrait amener ces États à n'économiser aucune occasion de collaboration, de coopération pour faire face à ce fléau qui, lui, ne connaît pas CEDEAO, ne connaît pas AES, ne connaît pas UMOA et toutes ces organisations-là. Le fléau terroriste ne connaît pas ces organisations, ces inimitiés entre dirigeants, ces bouderies entre responsables et autres. Donc, le Ghana, le Togo, voire le Bénin, et puis tous les autres États de l'Afrique de l'Ouest gagneraient à se rapprocher du Mali, du Burkina et du Niger, parce que ces trois pays qui constituent l'AES aujourd'hui ont une expérience pratique de la lutte contre le terrorisme. Or, on sait que le terrorisme frappe aux portes du Ghana. Il ne serait donc pas surprenant que le président ghanéen délègue un ancien responsable des questions de sécurité auprès de l'AES. Le fléau terroriste touche déjà le Togo, touche déjà le Bénin, a déjà touché la Côte d'Ivoire. Et puis les autres pays ne sont pas à l'abri. Donc, nonobstant les intentions, les rivalités et autres, que tous ces pays se mettent déjà ensemble pour combattre le fléau terroriste. Quant aux adhésions à l'AES, quand l'AES va prendre substance, quand l'AES va prendre consistance, et là, l'AES verra comment intégrer en son sein, admettre en son sein les autres États riverains. Un peu comme ça s'est passé ici au niveau du lac Tchad, point où une force multinationale a été mise en œuvre. Vous savez très bien qu'il y avait quelques couacs entre le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun qui ne pouvait pas poursuivre Boko Haram au Nigeria à cause du manque d'autorisation du droit de poursuite.
la question a été surmontée et puis la force mixte multinationale a été créée. Entre-temps, le Nigeria avait déjà autorisé le Cameroun à mener quelques opérations sur son territoire, notamment sur la forêt de Sambisa. Donc, de mon point de vue, que le Togo, le Ghana et d'autres pays adhèrent à l'AES, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le primordial. Le primordial déjà, c'est de se mettre ensemble pour se battre contre le terrorisme. Maintenant, on verra, chemin faisant, si l'expérience est bonne, et je crois qu'elle le sera parce que les 3 pays de l'AES, comme je le disais tantôt, ce n'est pas l'expérience du feu qui leur manque. Et les autres pays de la CEDEAO gagneraient à envoyer soit leur contingence à guérir au feu à l'environnement terroriste, antiterroriste dans ces 3 pays de l'AES, un peu comme la Corée du Nord a envoyé ses soldats en Russie, ça guérir aux nouvelles méthodes de combat. Voilà, ça peut arriver au niveau africain déjà. Ou alors les contingents, les instructeurs des pays de l'AES pourraient se déplacer vers les autres pays de la CEDEAO pour apporter leur connaissance de la lutte antiterroriste. Voilà. Bon, je voudrais contribuer sur un autre sujet. Allez-y. Le retour de Trump, du président Trump aux États-Unis, qui semble susciter quelques enthousiasmes auprès de certains compatriotes africains. Je dis bien de certains compatriotes africains. Mais il me semble qu'ils ont oublié la personne, ou alors ils comptent un peu trop sur ce qu'on appelle la realpolitik, c'est-à-dire le réalisme du terrain. Or, même pour ce réalisme du terrain, il y a le rapport de force. Et M. Donald Trump est monsieur rapport de force. Lui, ce ne se passe pas seulement dans le couloir de la diplomatie, ça se passe en pleine cour. Et il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit. Dans son discours, il a dit que l'Amérique est une ancienne civilisation. Ça me fait tiquer. Ça me fait même un peu peur. L'Amérique est une ancienne civilisation qui date de quand? Supposons même que la civilisation américaine, en fait des États-Unis d'Amérique, et puis des colons blancs américains de WASP, White, Anglo-Saxon, et puis protestante et autres, que leur civilisation ait commencé avec leur arrivée sur le continent américain. Comment cette civilisation a prospéré? Comment s'est faite la conquête de l'Ouest dont le président Trump a parlé dans son discours? Eh bien, c'est ce qu'on espère en Afrique, mais c'est déjà là. Lors de son premier mandat, il a traité l'Afrique de pays de merde. Et malheureusement pour nous, certains compatriotes africains, pour des raisons qu'ils sont les seuls à maîtriser, ont fait prospérer ce terme-là pour se moquer de leur continent d'origine. Peut-être ceux qui pensaient qu'en le faisant, ils auraient les faveurs des États-Unis. Bon, je le leur souhaite. Mais M. Trump, tout comme M. Obama, je n'attends rien d'eux, encore que nous n'avons rien à attendre d'eux. Il a planté le décor. C'est le rapport de force à outrance. Plutôt que d'espérer des faveurs des États-Unis, il me semble qu'on devrait se mettre en condition de faire face, de nous opposer à ce rapport de force, en montrant aux États-Unis que voici ce qu'on peut vous apporter. Et si vous ne voulez pas, voilà ce dont nous pouvons nous priver venant de vous. C'est ce que ce monsieur comprend. Quand on dit non, c'est un businessman, son business, c'est le business du plus fort. Pile, tu es mort, face, je te tue. C'est ça avec M. Trump, il ne comprend que la force. Et puis les États-Unis, de toute leur histoire, n'ont jamais compris que la force, le langage de la force. Ils ont multiplié les incidents pour exercer justement ce rapport de force. Malheureusement pour eux, ça ne leur a pas beaucoup souri. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais mon point de vue, qu'on ne nourrisse pas un espoir béat
quant à l'arrivée de M. Trump, quant au retour de M. Trump aux États-Unis. Il n'est pas là pour nous, il est pour les États-Unis. Et quand il parle de rendre sa grandeur aux États-Unis, c'est en piétinant les autres, parce que les États-Unis ne peuvent pas être grands par eux-mêmes. Ils ne sont grands qu'au-dessus des autres. Ils ne connaissent pas la collaboration, l'équité. Non. Alors, si nous voulons nous laisser piétiner une fois de plus, ça nous regarde. Si nous voulons rentrer dans ce rapport de force, qui ne va pas forcément aboutir à la guerre, M. Trump n'est pas fou, hein? Il n'est pas fou. Qu'on n'ait pas peur des armes et autres. Encore que si c'était ça, nous ne sommes pas manchots dans l'affaire. Mais que nous nous mettions en condition morale, physique, intellectuelle, économique, diplomatique, sportive et je ne sais quoi d'autre pour faire face au rapport de force qui nous est déjà imposé. Voilà ma contribution pour ce soir. J'ai beaucoup bavardé. Pardon aux auditeurs. Bonsoir à For You Media. Bonsoir à vous, Frédéric Massoki. Depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, Make America Great Again, le fameux projet, ou du moins le fameux slogan du président Donald Trump, qui a officiellement donc prêté serment il y a quelques heures, devenant le 47e président des États-Unis. L'Afrique est-elle prête de son côté? Voilà la question qu'il faudrait aujourd'hui se poser. Est-elle prête à imposer justement ce rapport de force en face et de ne pas toujours attendre justement de ces pays en question? Vous êtes également revenu sur les défis sécuritaires qui, pour vous, constituent aujourd'hui un élément essentiel qui devrait rapprocher davantage les pays de la sous-région ouest africaine. Au niveau de l'AES, on essaie de tout mettre en œuvre. Ceci s'explique notamment par l'annonce de la création d'une force unifiée de 5000 hommes pour renforcer notamment la lutte contre le terrorisme, annonce faite par le ministre nigérien de la Défense. C'était bien sûr à la télévision nationale nigérienne. Au standard Zerfel, vous nous rejoignez également. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir Nguéné, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir aux dames qui font l'honneur des femmes africaines, parce qu'on en a besoin, hein, parce que aujourd'hui, ce n'est pas venir nous distraire, faire se montrer. On veut des femmes aujourd'hui qui veulent se mesurer aux hommes aussi, comme ça se fait en Europe ici. Et je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont réveillées pour ce genre de trucs. Et je les encourage dans ce sens. Merci. Et j'ai dit bien des choses à tous mes frères qui sont à la partie technique. Voyez-vous, parce que moi, je vais parler de mon pays tous les jours. Hein, parce que quand on me donne la parole, parce que j'ai trop de choses à dire sur mon pays. Si tous les Africains faisaient ce genre de mouvement, ça laisse bien. Ça laisse réveiller aussi les consciences de certains de nos dirigeants. Au lieu de parler choses de l'étranger. Ceux qui sont là aujourd'hui, les Trump, machin, tout ça là, ils sont rassasiés. Ils ont tout chez eux. Et chez nous, on n'a rien. Et nos dirigeants nous traînent dans la poussière, hein, dans la boue. On doit parler d'eux pour qu'ils changent. Mais on ne parle pas d'eux, on parle toujours à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, ces gens-là? C'est pour venir piller nos richesses. Alors, si on leur donne cette chance-là pour qu'on les encourage, pour dire que non, ce sont eux qui vont nous... comment dirais-je, ce sont des messies qui vont venir nous sauver. Moi, je pense que j'ai jamais... Parce que ce genre de comportement, je n'en pas. Je préfère parler de mon pays que de parler des choses de pays d'autrui, comme des Occidentaux surtout. Alors, pour parler un peu entre parenthèses, hein, pour faire une parenthèse, regardez un peu ce monsieur-là, Trump. Est-ce qu'il a invité un président africain? Non. Alors, pourquoi on en parle? On ne considère pas et puis on parle de quelqu'un. Moi, tu ne me considères pas, moi, je m'en parle. J'avance. C'est pas tant que ma mise sur la terre. On ne peut pas également ignorer ce qui se passe, Zerfel. Oui. Vous n'allez pas... Vous êtes journaliste. Oui. C'est pourquoi vous dites ça. Mais nous autres, nous qui appelons... Pas seulement pour moi. Je parle surtout pour nous en Afrique. L'Afrique ne peut pas ignorer ce qui se passe sur la scène internationale, encore moins ce qui se passe du côté des États-Unis. Zerfel, il y a de grands enjeux quand même qui, ou du moins sur la scène internationale dont on ne saurait ignorer. Cela également, il va de notre survie sur la scène internationale. On ne peut pas ignorer cela, Zerfel. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand donc on parle d'eux là,
il ne nous considère pas. Regardez à l'investiture du monsieur. Est-ce qu'il a invité un Africain? Non, jamais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est sur une planète où on est ensemble ici sur une planète. Mais il y a des gens qui luttent pour avoir la place. Mais nous autres, on ne lutte pas pour avoir notre place. On veut toujours être en bas des gens. Alors, quand on a des choses, des présidents qui sont aujourd'hui, vous avez vu les Américains aujourd'hui parler des choses comme l'investiture du président ghanéen? Non. Quand même, nous sommes tous des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté là-bas. On pourrait avoir le même développement si nos présidents ils avaient pris ça nos richesses en considération que de les donner gratuitement aux Européens. C'est ça la vérité. Parce que moi, je n'ai pas parlé d'eux. Mais quand quelqu'un il s'intéresse à toi, il faut s'intéresser à lui aussi. Mais il ne s'intéresse pas à nous. Vous posez là un peu. Pensez-vous réellement, Zerfel, que Donald Trump fera sans l'Afrique? Est-ce un scénario envisageable, Zerfel? Il y aura forcément une politique africaine qui sera, entre autres, implémentée par Washington. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'en retour, nous, en tant que pays souverain, nous avons justement cette possibilité de pouvoir, sur la scène internationale, entre autres, apporter, je veux dire quoi, pouvoir réaffirmer cette souveraineté, et ceci dans tous les domaines, Zerfel. On ne peut pas ignorer ce qui se passe aux États-Unis, on ne peut pas ignorer ce qui se passe en France, mais on doit tout de même se tenir prêt en prévision à tout ce qui pourrait éventuellement arriver, Zerfel. Ça, c'est une évidence. Non, oui, ça c'est une évidence. Mais, monsieur le journaliste, mon frère, vous saviez que nous sommes sur une planète. Moi, je n'ai pas dit de nous enfermer. Hein. Oui. Non, je ne dis pas ça. Mais le problème est que les choses, comment dirais-je, ces blancs-là, jusqu'à aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Des 5 continents aujourd'hui. S'il y a quelque chose aujourd'hui où se trouve, comment dirais-je, la peau blanche, ils vont comment dire, c'est-à-dire que je mets le continent africain de côté. Les autres, les 4 continents, s'il y a quelque chose là-bas, ils sont braqués là-dessus. Ça, on voit ça partout. On voit ça dans les informations, on voit. Mais quand il y a quelque chose qui est bien en Afrique, les gars ne considèrent pas. Moi, je n'ai pas dit que c'est pourquoi nous devons tirer les enseignements de tout cela, Zerfel. C'est pourquoi je parle d'un rapport de force. On doit être capable, à un moment donné, entre autres, d'imposer notre rapport de force sur la scène internationale. Mais on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Allons-y néanmoins, Zerfel. Vous avez décidé de ne pas évoquer le sujet sur Donald Trump, sur son investiture, son arrivée à la Maison-Blanche. Allons-y sur autre chose, Zerfel. Vous m'avez envoyé là-bas. Vous m'avez envoyé là-bas, c'est ça, je suis. Non, allons-y, évoquons autre chose, Zerfel. Sortons de ce débat. Ok. Je sors de là parce que ça ne m'intéresse pas. Maintenant, moi, je vais parler des choses de mon pays, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Que c'est le seul pays où je peux me réjouir. Voilà. Et moi, je vais lancer un appel à mes sœurs africaines et ivoiriennes. Voyez-vous, la femme qui a inventé le GPS aujourd'hui, c'est une africaine, américaine. Hein? C'est une esclave. C'est une femme. Donc aujourd'hui, quand on lutte pour vous, nos sœurs, au lieu de venir sur les médias, je parle de nos sœurs africaines, en général les Ivoiriennes. Vous, parce qu'on vous voit partout aujourd'hui, les gars, ils ont créé les choses, des petits trucs pour nous donner la chance de communiquer. Aujourd'hui, au lieu de prendre ça pour faire d'autres choses, de bonnes choses, vous, surtout mes sœurs ivoiriennes là, qui perdent tout le temps à insulter les politiciens en Côte d'Ivoire, à insulter jusqu'à même les professeurs, les intimes, les choses comme les parties intimes, et quand vous êtes des femmes aussi, et pour vous faites ce genre de trucs. Aujourd'hui, le président Gbagbo est en train de lutter pour que le pourcentage des femmes, comment dirais-je, dans la politique puisse être élevé sur le plan politique partout pour que vous ayez une place, quelque chose de 30% ou 33%, 35%. Mais vous êtes là, au lieu de créer des choses
comment vous allez faire pour avancer, mais vous êtes là dans la médiocrité pour insulter seulement. Arrêtez ce genre de truc-là. Parce que voici une esclave des parents, comment dire, qui est sortie aujourd'hui, qui a eu le prix des choses, prix Nobel, et prix des choses, comment dirais-je, qui a eu son doctorat. Et aujourd'hui, c'est elle qui a inventé le GPS que vous utilisez dans vos camions, partout là. C'est une Américaine. Elle s'appelle Gladys. Gladys West. Vous tapez sur le Google, vous allez voir ça. Je parle des femmes. Hein. Vous, les femmes là, qui perdez le temps à vous amuser sur le net au lieu de travailler. Arrêtez d'insulter vos soeurs, vos frères. Et donner les idées aux politiciens pour qu'ils puissent faire aller de l'avant, pour créer des choses pour vous, les femmes. Parce que vous avez le taux plus ou moins élevé par rapport aux hommes. Alors, les gens luttent pour vous et vous ne pouvez pas avancer. Ce n'est pas la peine de faire ce genre de comportement. Essayez de faire quelque chose. Être en Europe ne veut pas dire que tu es au-dessus de tout le monde. Être en Europe ici ne veut pas dire que tu es au-dessus de ceux-mêmes qui t'ont accueilli dans leur pays. Donc, c'est à toi de chercher ce que tu es venu chercher pour retourner dans ton pays, pour faire quelque chose de mieux. Ce n'est pas des injures qui a développé ton pays. Donc, moi, je vous demande, arrêtez d'insulter des politiciens, d'insulter ceux qui font aujourd'hui pour que nous ayons quelque chose à manger. Celui qui ne fait pas quelque chose, moi, je n'ai pas dit de ne pas critiquer. Faites des critiques. Faites des critiques, comment dirais-je, qui peut avancer les choses, qui peut donner les idées aux politiciens pour changer leur manière de se comporter vis-à-vis des citoyens. C'est ça, moi, j'aimerais attendre dans vos bouches, sur vos planètes, partout où vous êtes. Alors, si vous continuez dans ce sens, je sais que vous n'avez jamais avancé. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que, aujourd'hui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, pour terminer. Oui, Zerfel, pour sortir. Pour terminer, parce que j'ai un appel à lancer à un frère. Parce que lui, tu n'as pas créé ta web TV pour mettre ça à la disposition des gens pour insulter des politiciens. Vous avez créé votre web TV pour donner des informations aux Ivoiriens. Alors, si vous les permettez, regardez un peu vos collègues, vous dites que vous êtes journaliste professionnel, regardez vos collègues, comment ils dirigent un débat, quand ils mettent un débat sur leur plateau, comment ils dirigent pour ne pas que l'appelant puisse déraper. On l'encadre toujours quand il est dans il est sur un mauvais chemin, on le recadre pour qu'il revienne à la raison. Mais chez vous, monsieur, je pense que votre télévision n'est pas chose, c'est pas chose d'une télévision, mais ce sont des panels comme les autres pour s'insulter à longueur de journée. Ça, c'est pas intéressant. Merci. Voilà. Merci à vous, Zerfel. Merci depuis l'Allemagne pour votre intervention. Nous allons également écouter Madame Cissé qui a patienté au standard. Merci à vous. Bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, Monsieur Nguéné. Je ne sais pas pourquoi nos journalistes veulent lier le destin de l'Afrique à celui de Trump et à celui des différents présidents qui se succèdent à la tête de l'Amérique. Dès que vous prenez un panel, on dit oui, qu'est-ce que l'Afrique peut gagner avec l'élection de Trump? Il y a quelques années de cela, quand le président Obama avait été élu, j'ai vu des personnes, non des moindres, des panafricains, des panafricains purs, célébrer cette élection. Oui, enfin, il y a un noir qui a été élu à la présidence américaine. L'Afrique va pouvoir en profiter enfin. Mais je vous dis que moi-même, j'étais dépassée, j'étais surprise par cette attitude-là. J'ai qualifié ça vraiment de naïf et c'est d'enfanté. Il faut savoir que les Américains ont élu quelqu'un sous un programme. Et Trump, il est américain d'abord. Et c'est parce qu'il a présenté un programme politique peut-être alléchant. Voilà pourquoi il a été élu par les Américains. Donc Trump est américain, il développera les intérêts américains d'abord, les intérêts américains partout dans le monde, c'est ce qu'il a dit. Donc d'où vient-il que sur tous les plateaux, qu'est-ce que l'Afrique va gagner de cette élection, peut gagner
bon, je suis dépassée, quoi. Pendant que eux, toujours sur nos plateaux, qu'est-ce que nous réclamons? L'indépendance, la liberté, le droit à l'autodétermination. Maintenant, Trump est élu, il y a un président américain qui est élu, on dit oui, qu'est-ce que l'Afrique peut gagner? Ça fait un. Et deuxièmement, seulement je peux saluer des décisions qu'il a prises, par exemple sur l'immigration. Sur l'immigration. Parce qu'il y a une certaine diaspora qui est là-bas, qui est finalement nocive, non seulement pour le pays d'origine, et qui est nocive pour le pays d'accueil. Parce que c'est sont dans le trafic en tout genre, ce sont dans les gangs, ils ne rentrent pas dans les rangs. Et pendant ce temps, leur rôle, c'est d'invectiver. Ils n'apportent rien non seulement au pays d'origine, et c'est de rester là et invectiver les chefs d'État, nos dirigeants des pays d'origine. Et ils n'apportent rien de constructif, ils ne font rien. Et puis deuxièmement, sur la loi sur le sexe, il a dit qu'il y a deux sexes, l'homme et la femme. Vous savez quoi? Je pense que c'est une occasion, que ça va mettre un terme à un certain nombre de choses dans nos États. Puisque l'administration avant Trump, l'administration Biden, finançait les États qui acceptaient de ratifier la loi sur l'homosexualité. Et ce qui a fait que ça a eu un impact négatif sur notre jeunesse qui a cru à un moment donné que sans se faire passer pour un PD ou alors sans se mettre dans ce wobisme-là, vous n'avez pas droit au bonheur, vous n'avez pas droit au succès. Et je vous assure que toute la jeunesse ivoirienne était rentrée, avait dévié. Heureusement, fort heureusement que comment on appelle, le tuyau, c'est-à-dire qui arrosait, qui encensait, qui prenait, sera bouché. Trump a bouché ce tuyau. Et troisième décision de Trump qu'il faut saluer, c'est sur l'OMS. Enfin, la criminelle OMS avec le Covid. Aujourd'hui, il va priver l'OMS et son Bill Gates qui doit diminuer la population africaine de 1000 milliards. Vraiment, nous saluons cette décision-là. Je pense que ça va amener les chefs d'État africains à penser autrement la médecine. Parce qu'on a une médecine aussi qui nous tue, cette OMS qui nous tue à travers les vaccins et à travers des médicaments. Il y a des médicaments qui sont là quand vous les prenez, c'est-à-dire les effets indésirables, quand vous lisez les effets indésirables, ils sont plus que même quand vous êtes malade. Et je pense que ça va permettre à nos États de faire l'indépendance au niveau de la santé. Maintenant, troisième, je vais revenir maintenant sur mon pays. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. C'est un certain narratif qui est repris par certains Ivoiriens, comme quoi aucun chef d'État ne pourrait gagner une élection sans s'allier à un autre. C'est-à-dire que l'opposition ivoirienne doit forcément s'unir, auquel cas elle ne pourrait pas gagner une élection. Mais quand moi j'entends ce narratif-là, ça a été qui a fait ce sondage-là, ou bien qui a fait ces statistiques, qui a donné ces statistiques-là? Le président Laurent Gbagbo a démenti cela en 2010, parce que lui seul, il a gagné l'élection. Et Bougie l'a dit. Mais pourquoi encore ça revient comme ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi un Ivoirien peut pas, aucun chef d'État ne peut gagner? C'est préparer les mentalités à quoi? On vous fait savoir que il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Il faut qu'on le répète, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ça, là, ce n'est pas difficile à comprendre. On va répéter, puisque une vérité, on va le répéter. La seule opposition qui existe en Côte d'Ivoire, c'est celle du président Laurent Gbagbo. Ceux qui veulent vraiment, qui sont dans la tête, qui sont on, doivent écouter ce monsieur. C'est tout. J'ai une question à poser à notre président, au président Laurent Gbagbo, puisque c'est le seul. Comment vous pouvez croire que quelqu'un qui n'arrive pas à mettre d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, que la privé de vote peut être celui-là qui va vous offrir un plateau télé sur lequel vous allez dérouler votre programme politique? Je pose la question aux opposants qui vont s'asseoir sur certaines chaînes, déjà même que personne ne regarde, des chaînes où on fait le culte de la personnalité, où chaque jour on baigne dans l'autosatisfaction, où tous les jours on nous vend les prouesses économiques qui n'existent pas, et des opposants
quelqu'un qui n'arrive pas à mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale peut être celui-là qui va vous donner un plateau, qui va vous offrir un plateau pour parler du président Laurent Gbagbo. Mais vous allez là-bas, il y a, à supposer qu'il y a 6 invités sur le plateau, les 6, plus le journaliste, sont du pouvoir en place. Et vous êtes là, quand vous parlez, le journaliste vous interrompt, on vous pose des questions idiotes et vous êtes là et ça continue. Mais à un moment donné, il faut avoir un peu de dignité, un peu d'élégance, vous mettez un terme à ça. Qu'est-ce que vous espérez de ce monsieur qui n'est même pas capable d'ouvrir le jeu démocratique en inscrivant le président Laurent Gbagbo qui a fait de lui un candidat exceptionnel en 2011? Pourquoi celui-là il peut pas ouvrir le jeu démocratique à un tel bienfaiteur, à son bienfaiteur? Et vous espérez encore? Franchement, nous sommes à la veille des élections. Il y a une atmosphère qui est pourrie en Côte d'Ivoire. Il y a une insécurité qui plane. Il y a des enlèvements qui se font. Il y a une tension dans l'air. Une véritable tension. On a peur. Les Ivoiriens, chaque fois qu'il y a une élection, les Ivoiriens ont peur. Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut vaincre vraiment ce signe-là parce qu'il y a un monsieur qui est là, qui n'arrive pas, à qui on ne doit pas dire ce qu'on pense. Et je suis dépassée par une attitude, ça dit que c'est de la couadise des Ivoiriens. Non, il ne faut pas dire ça, non, il ne faut pas parler. Et même si, ça dit que personne ne doit pas dire que ce pouvoir-là est issu d'une rébellion, que ce pouvoir-là tue les Ivoiriens et que ce pouvoir-là est celui-là même qui est le problème en Côte d'Ivoire. On ne doit pas le faire sortir, il faut toujours le caresser dans le sens du poil. Sur la Côte d'Ivoire, j'ai tellement dit et je vais... Maintenant, sur l'AES, moi je vais prévenir l'AES. Vous avez joué un gros coup, malgré toutes les attaques, malgré toutes les menaces, malgré tous les coups que l'ennemi a joués, vous avez déjoué tous ces coups-là. Donc ce n'est plus la peine d'accepter dans vos rangs le Togo, et puis je vois le Ghana peut-être, mais le Togo, mais tout le monde sait que le Togo va en mission d'infiltration. Fort et Adema, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse l'accepter dans l'AES? En fait, c'est des gens qui amusent la galerie, des amuseurs de galerie. Ça ne sert à rien de perdre le temps avec ce genre de personnes et que l'AES, vraiment, l'heure est venue de savoir qui est ami de l'AES et qui est leur ennemi. Merci Nguéné, je vais m'arrêter là. Madame Sissi, merci à vous. Vous êtes longuement revenu d'ailleurs sur le contexte politique en Côte d'Ivoire avec cette présidentielle à venir. Une interpellation particulière à l'endroit du président du PPACI, Laurent Gbagbo. Vous avez également légèrement évoqué la situation de l'AES. Pour vous, il est hors de question de parler d'une adhésion du Togo à cette organisation. Merci. Notre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné, je m'appelle Barré, j'appelle des États-Unis. Bonsoir à toute l'équipe de Fayou Média et bonsoir à toute la galaxie panafricaine. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez cet après-midi en remettant sur la table la question du Togo et du Ghana quant à leur désir d'adhésion à l'AES aujourd'hui. Je vais me concentrer plus particulièrement sur le cas du Togo parce que c'est ce qui m'importe le plus à l'heure actuelle. Et j'ai eu un tout petit peu de... Alors, est-ce que vous nous recevez, M. Barré, depuis les États-Unis? Heureusement, nous avons été coupés, alors que vous étiez pourtant sur une très bonne lancée. Les codes d'accès restent affichés pour tous ceux d'ailleurs qui veulent participer, donner leur point de vue sur les thématiques qui sont abordées ce soir. Mais vous le savez, c'est le principe d'ailleurs du mercredi et c'est ce qui rend le média particulier de façon générale. Vous avez la possibilité de pouvoir également aborder à nos côtés une thématique de votre choix pour revenir sur l'actualité qui vous marque tout au
long de cette semaine, certains ont parlé, ou du moins sont revenus sur l'investiture, entre autres, de Donald Trump, devenu officiellement le 47e président des États-Unis, mais surtout se projette déjà quelles sont les relations que Washington, désormais sous l'administration Trump, entretiendra, entre autres, avec le continent africain, les enjeux, entre autres, de cette arrivée de Donald Trump, mais surtout pour le continent africain. D'autres évoquent, entre autres, plusieurs autres sujets aux côtés, ou du moins en attendant bien sûr l'échéance électorale du côté de la Côte d'Ivoire, le contexte politique ivoirien qui préoccupe de plus en plus aux côtés des principales thématiques de cette émission. Le Togo va-t-il adhérer à l'AES aux côtés du Ghana? Des signaux de rapprochement sont clairement visibles, surtout côté ghanéen. 3 événements majeurs se sont produits depuis l'arrivée du président John Dramani Mahama. Il y a tout d'abord eu la visite du côté de Bamako d'un émissaire envoyé justement par le président ghanéen, reçu en audience par le général d'armée Assimi Goïta. Par la suite, la cérémonie d'investiture, celle du 7 janvier dernier, à laquelle a pris part le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le 16 janvier dernier, le premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, s'est également entretenu avec le président du Ghana, au cœur bien sûr de ces échanges, les relations de coopération entre Accra et l'AES de façon générale, face notamment aux défis sécuritaires qui minent la sous-région de façon générale. On a un appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir la technique, monsieur Roger, qui m'a décroché. Et un big up à mes copanélistes sur le chat, Sophie, Kamat, Lulando, Feuille, Mamou, Nefertiti, qui sont là en train de se bagarrer sur le chat. Donc merci les gars d'être là et merci les filles. Pour moi, je vais juste parler des États-Unis, de M. Trump. On ne se méfie pas assez des États-Unis, je pense. Ce monsieur n'est pas un petit joueur, c'est un Américain. Et c'est comme un Texan. On le voit, il voit tout en grand, tout en gros, M. Nguéné. Il voit tout en gros. C'est pas pour rien qu'il veut annexer, il l'a dit, il veut annexer le Canada, le Groenland. Pourquoi tout ça? Pourquoi il dit ça comme ça? Je pense qu'on a assez chanté qu'on pouvait mettre les États-Unis et l'Europe dans l'Afrique et il resterait encore de la place. Il a entendu ça, je pense que ces gens-là ne voient pas à court terme, ils voient à très, 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 très long terme, très, très loin. Ils se disent, si jamais un jour l'Afrique pouvait s'unissait, on serait tellement puissant. Mais tellement puissant que plus rien au monde ne pourrait détrôner l'Afrique. Et donc, je pense qu'il a vu ça, il a entendu ça avec tous ses collègues et il s'est dit, je vais prendre le Groenland, on sera encore plus gros. Je vais prendre le Canada et ils diront rien. C'est un businessman, il n'est pas là pour faire la guerre. Il a d'autres moyens de pression qui sont pires que la guerre pour l'Afrique. Il n'a pas besoin de tuer des Américains. Donc, il ne fera pas la guerre, ce monsieur. Donc, il sera encore plus sournois que les précédents présidents des États-Unis et les Européens. Donc, méfions-nous de M. Trump. N'attendons rien des Américains, n'attendons rien des Européens. Unissons-nous, faisons ce qu'on a à faire, mais très, très vite, parce que, comme ils ont toujours dit, l'Afrique est le grenier de toute l'humanité. Et ils vont venir nous dépecer. Et M. Trump, s'il est là, il va nous essorer comme à 1200 tours minute à la machine à laver. Donc je pense qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Il y en a plein qui disent « Ouais, que ferait l'Afrique? Que pourquoi on parle de Trump? Pourquoi on fait ceci ?» Mais bien sûr, c'est vrai que c'est loin. Mais c'est tellement près et ça arrive tellement vite aujourd'hui. Donc je pense que M. Trump ne fera pas du bien à l'Afrique. Comme a dit un des appelants, il n'a même pas daigné inviter un chef d'État africain. Voilà la considération qu'on a des Américains et de M. Trump. Donc là, méfions-nous et retroussons-nous les manches
et unissons-nous, mais très, très rapidement. L'AES est là, et maintenant, le Ghana, j'espère vraiment qu'ils sont sérieux et qu'ils sont de bonne foi et qu'ils feront une vraie alliance. Il y en a encore quelques-uns qui sont là en train de se palucher, en train de se regarder le nombril, mais je pense qu'il faut qu'ils arrêtent nos dirigeants africains. Donc, je ne resterai pas trop longtemps. Je vais laisser la place aux autres. Et puis, je remercie encore For You Media. Je remercie la technique qui se bat encore. J'étais à 120, je crois que j'étais à 130 ou 140 appels, mais j'ai fini par passer. Et je refais encore un grand merci au chat qui est là parce qu'on essaie de survivre là-dedans. Merci à Sophie, Kamat, Lulando, Feuille à rouler, Mamou et Nefertiti qui vient de nous rejoindre et qui était parti depuis un bout de temps. Et à M. Roger qui est là et à M. Mbok qui est peut-être en repos. Voilà, merci beaucoup For You Media, merci M. Nguene et puis à très très bientôt. Et encore merci le chat. Ciao, ciao. Bye. Merci à vous, Serge, depuis la France. Merci d'être patient. C'est toujours pas évident, d'ailleurs, d'accrocher le standard. Mais juste pour rappel, nous avons deux principaux codes d'accès par lesquels vous pouvez nous joindre. Le constat qui a été fait, c'est que tout le monde cherche à appeler sur une seule et même ligne, alors que la deuxième est pratiquement vide à chaque fois. Quand vous n'arrivez pas à accrocher la première ligne, essayez de joindre d'ailleurs la deuxième. L'occasion pour moi d'ailleurs de vous rappeler les codes d'accès, notamment pour ceux qui nous suivent en relais via la 96.3 FM For You Radio, le plus 237 683 20 96 61 plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 plus 237 693 58 96 68 ou tout simplement sur Skype For You TV. Vous pouvez d'ailleurs joindre la réalisation. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe de For You Media. Bonsoir à M. Nguene et félicitations à l'équipe technique et tout le monde. J'intervenais, Maïga Boubacar, depuis le Burkina Faso, Dori. J'intervenais à propos de l'adhésion du Ghana et du Togo à l'AES. Il faut se dire, honnêtement, l'AES vient d'une très longue route, une périneuse route, à ses risques et périls. Donc l'adhésion à l'alliance là ne se fait pas au hasard. Du prime abord, moi je me dis, pour qu'un pays puisse être accepté au sein de l'Alliance, il faudra d'abord annuler tous les accords hérités de la colonisation. Les accords de De Gaulle et sa suite. Il faut que ces accords soient purement et simplement rendus caducs, purement annulés. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, il faudra opter pour la souveraineté totale. Donc, il y a un certain nombre de conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, personne de l'AES, à ce que je pense, ne peut prendre les risques d'accepter l'adhésion d'une personne X quelconque, d'un pays X quelconque, pour venir une sorte d'infiltration pour désagréger le système. Dans le cas précis du Togo, ils ont fait du bon business. C'est bon. C'est du bon business. Au moment où on souffrait, on galérait, ils nous ont ouvert le port. On est reconnaissant. On n'est pas des ingrats à la formule de Macron. Voilà. On reconnaît, on est bien comme ça. Mais il faut beaucoup de modifications pour un pays avant d'y adhérer. Il y en a beaucoup de modifications. Et l'AES est venu accompagné par le peuple. Tous les dirigeants de l'AES sont venus accompagnés par leur peuple. Et c'est ce qui a fait leur force. C'est ce qui a fait aussi leur résistance. Malgré tous les coups d'État, les intrigues, les complots et compagnie, malgré tout ça, c'est parce qu'il y a l'accompagnement du peuple. Donc ces gens doivent réviser leurs cartes avant de parler d'adhésion à l'AES. Revenons sur la question du chose, comment ils appellent ça, ce pays-là. Orano, la société Orano, ex-Areva. Mais Orano, ex-Areva. Mais
Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'eux, ils comprennent. De justice en justice, on ne veut plus de vous. C'est notre pays, c'est notre territoire. Les contrats miniers dans lesquels on vous trouve là, ce n'est pas nos contrats miniers. Ce n'est pas les contrats miniers du peuple. C'est des contrats miniers des dirigeants valets. Partez. Il n'y a pas 10 manières de dire qu'à quelqu'un quitte ma cour, quitte ma maison. Donc, moi, je ne comprends pas. Et puis, les Nigériens, les gens de l'AIS doivent comprendre une seule chose. En Soraï, chez nous, les Songoï, on dit que celui qui a de la viande aura forcément un boucher. Si il y a vraiment de la viande, c'est que tu auras un boucher, ça c'est sûr. Donc, ça veut dire que si tu as tes minéraux, tu as tes richesses, tu auras quelqu'un pour les exploiter. Ça, c'est évident. Le monde est en quête d'exploitation. Et dans tes conditions. Donc, pour ce faire-là, Orano a beau tenter, Orano va toujours échouer parce que c'est une détermination du peuple. Ce n'est même pas des dirigeants, hein, c'est du peuple même. Bon, je reviens sur le troisième point à peu près. Bon, un point même qui n'est pas tellement important pour nous, mais quand même qui a un impact sur la politique internationale. L'élection de Trump. C'est vrai, il est venu avec la suppression des histoires de LGBT, quoi. C'est quoi là, cette histoire d'homosexualité, pour dire qu'il n'y a que deux sexes. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une très bonne chose. Mais en dehors de ça, là, il n'est pas obligé d'inviter un pays africain pour assister à son investiture. Ça, c'est un. Et puis, de deux, il faut reconnaître purement et seulement ce qui nous intéresse. Il faudra que le feu, là, une fois qu'il est éteint en Ukraine, si on est arrivé à éteindre le feu en Ukraine dans les conditions de la Russie, nous, on gagne la paix. Parce que c'est une autre question de la Russie. Il y a l'éveil de conscience des Africains, d'une part, que la Russie participe, et il y a l'Ukraine. Donc, éteindre le feu en Ukraine, là, en faveur de la Russie, là, vraiment, nous, ça permettra à la Russie de se tourner vers nous. Bien sûr, la Russie de Poutine d'abord, puisqu'on ne sait pas la suite. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à l'équipe de For You Media. Merci à M. Nguéné. Merci vraiment à tout le monde. Voilà, vive le panafricanisme. Merci. Merci à vous, Maïga Boubacar, depuis le Burkina Faso, depuis Dori, précisément. Merci à vous. Vous êtes revenu sur le deuxième arbitrage international introduit par le groupe français Orano auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs notamment aux investissements. L'annonce a été faite par voie de communiqué ce mardi 21 janvier 2025 par le groupe français en question qui réclame des indemnisations, entre autres, après avoir perdu, on le rappelle, sa filiale de la sépare au sein de la Somaïr. On parle bien sûr de la société de mines de l'Aïr, jusqu'ici détenue à 3,4% par le groupe français. Eh bien, l'État du Niger a décidé de prendre donc le contrôle de la société en question, réaffirmant ainsi sa souveraineté dans l'exploitation minière. Merci à vous, Monsieur Maïga Boubacar. On reste au standard avec un autre appelant qui nous rejoint. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Nguéné. Je reviens, j'ai été coupé par la connexion auparavant. Je disais que quant à ce qui concerne l'intention du Togo d'adhérer à l'AES, je vais dire que mes frères africains comprennent une chose. Il y a cette chose de particulier à nous les Africains que quand nous réussissons, nous foutons pas mal de la souffrance des autres qui sont autour de nous. Et quand notre jeune camarade du Burkina disait que les Togolais doivent aller réveiller Sylvanus Olympio pour venir faire le travail que ne fait pas Faure Gnassingbé, je vais dire que c'était une insulte quand même à l'égard des Togolais. Et qu'un Togolais ne dira aux Burkinabés d'aller réveiller Thomas Sankara. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qui se passe dans l'AES. Et je voudrais faire comprendre également à nos frères africains que si Faure Gnassingbé a réussi une chose dans sa politique depuis 20 ans, c'est d'avoir vendu à l'extérieur une image d'un saint, une image d'une personne côtoyable, une image d'une personne, d'un agneau. Alors qu'à l'interne au Togo, il se passe
Monsieur Barré, décidément, on va le dire, on n'est pas servi ce soir. Quant à votre intervention, je ne sais pas trop ce qui se passe précisément, mais je pense que là, une fois de plus, nous avons été coupés. Monsieur Barré qui réagissait justement sur la probable adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel. Je pense tout de même qu'on va poursuivre cette émission et donner la parole à d'autres. Mais vous revenez quand vous voulez, Monsieur Barré. Les codes d'accès restent affichés. On va prendre quelqu'un d'autre. Au standard, allô, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Bonsoir. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir monsieur, Alors, vous vous appelez comment? Je viens pour vous dire que le problème de l'Afrique, c'est la France. Vous comprenez? La France a un caillou dans l'Afrique a un caillou dans sa chaussure, qui est la France. Parce que la France n'a rien. Et en aucun cas, elle ne peut aider l'Afrique. Je ne vois pas. Donc, c'est un pays de roublard. Il passe le temps à tromper les Africains. Il faut que ça s'arrête, M. Guinée. Il faut que ça s'arrête. Hein? Bravo au président de l'AE. C'est eux qui nous font honneur. Donc, ces gens-là qui nous font honneur. Mais je vous dis, regardez tout le désordre que l'Afrique a tué. Vous regardez la Libye. Il a foutu du bordel en Libye. Regarde ce qu'ils ont fait au Rwanda. Hein? La guerre civile. En Centrafrique, la guerre civile. En Côte d'Ivoire, pareil. Regardez la Côte d'Ivoire. Comment ils veulent détruire ce pays. Mais au Cameroun, pareil. Mais frère, est-ce que les gens ne voient pas? Ils n'entendent pas. Hein? Le problème aujourd'hui, même si les pays qui vont être affiliés, doivent d'abord dégager, c'est-à-dire remettre en cause les accords. Parce qu'ils savent ça. C'est-à-dire l'espionnage, c'est la paix des Français. Vous savez, ils savent cogner les têtes des Africains. Hein. C'est leur rôle. Hein. C'est-à-dire que toutes nos relations doivent être basées rien que sur le plan diplomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à copier. Les ports, regardez, il y a une très grande erreur. Regardez les ports africains. Le Cameroun les a chassés de prison. Et vous voyez que ça donne le port camerounais donne des milliards. Hein? Et partout, ils contrôlent. Imagine-toi, ils contrôlent le port, ils contrôlent le chemin de fer. Ils sont capables de faire un peu tout. Pourquoi l'Afrique est aveugle? Pourquoi les deux présidents ne voient pas ça? Ben vraiment, ça fait très mal, très mal. Alors, je casse le problème du Congo. Vraiment, M. Guény, nous devons comprendre que ces Européens ne nous aiment pas. Voilà un pays qui est en guerre, qui est en guerre avec le Rwanda à travers le M23. Ils sont en train de piller ce pays. Mais le président congolais, qu'est-ce qu'il attend? Il a quand même qu'une base militaire, vraiment. Hein? Il faut aller voir les Coréens, la Corée, la Russie, qu'est-ce qu'il est compris? Vraiment, chaque jour, la population doit se déplacer. Et ça fait très mal. Vous voyez les mamans qui font des enfants de fois, j'ai de la voiture. C'est pas sérieux quand même, monsieur Rami. Hein? Le problème de l'Afrique, pourquoi ce complexe vis-à-vis des Blancs? Hein? Il faut les chasser, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va faire chez eux? Hein? Vraiment. Il n'y a rien là-bas chez eux, nous sommes plus à l'aise chez nous. Ok, merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Pour votre contribution ce soir, la République démocratique du Congo, une pensée également pour nos frères congolais, on le rappelle, face à l'avancée du M23, notamment dans la localité de Minova, c'est du côté du sud Kivu, le M23 qui poursuit d'ailleurs son avancée de ce côté. La société civile congolaise aujourd'hui s'est levée, appelant justement les autorités à prendre leurs responsabilités face à cette avancée. Il y a quelques minutes, le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre congolais de la communication, a réagi. Il n'a pas exclu l'hypothèse d'une guerre, d'un affrontement direct entre le Rwanda
et la RDC, entre autres. La position de Kinshasa reste claire et précise à ce niveau. Le Rwanda serait donc, entre autres, du moins, le Rwanda serait, on le rappelle, le principal agresseur de la République démocratique du Congo, ceci par le biais du mouvement du M23, ou du moins du mouvement du 23 mars. Si vous le voulez ainsi. Nous restons au standard avec un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, Monsieur Nguené, je suis désolé pour la connexion ce soir, je reviens en force. Je vais dire que le Togo, dans la sous-région ouest africaine, est le seul port qui a un port en eau profonde. Et toutes sortes de bateaux peuvent accoster au Togo. Et nous sommes fiers que notre pays, le port du Togo, desserve aujourd'hui les États du Sahel. C'est une fierté pour les Togolais. Mais on est à croire que c'est Faure Gnassingbé qui est le mieux placé pour le faire. Alors, il faut que les Africains se détrompent. Parce que le Faure Gnassingbé n'est qu'un pion de la France. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un aéroport dans le nord du Togo qui sert également à desservir, comment l'appelle-t-on, à décharger les armes et toutes sortes de trafics qui alimentent le terrorisme aussi dans le Sahel. Si les Africains ne le savent pas, il faut qu'ils l'apprennent aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir également que cette communication installée par votre confrère Alain Foucault et son équipe au Togo, et ceux qui sont en train de diffuser cette désinformation pour titiller les Africains. Parce que, souvenez-vous également qu'en octobre passé, c'est ce monsieur Doucet qui a parcouru le monde entier pour ravir la vedette aux panafricanistes, pour organiser un soi-disant congrès du panafricanisme. Et cela a fait long feu. Et aujourd'hui, ils sont encore pour parler d'entrer dans l'AES. C'est justement pour voir quelle serait la température et les communications des Africains autour de cette histoire. Aujourd'hui, je mets au défi le gouvernement togolais de pouvoir déchirer les accords coloniaux. Je mets au défi le gouvernement togolais de faire partir cette base dissoute de l'Occident sur le territoire togolais. Et ce qu'a décrit en Côte d'Ivoire le patron de GEOS et Jean-Marie Bockel, dispositif socle, cela existe déjà au Togo. Si les gens ne le savent pas, cela existe déjà au Togo. Il y a toute une panoplie de Français, d'Israéliens, de tout occidentaux qui sont sur le territoire togolais, dissimulés dans la population et qui servent à alimenter cette guerre contre les pays africains. Si vous ne le savez pas, il faut aller le savoir. Donc, ces conditions qui font l'entrée dans l'AES, je pense, moi, cela me tranquillise parce que je sais que le gouvernement togolais ne sera pas capable de remplir ces conditions. Ils ne sont pas capables de déchirer les accords coloniaux, ils ne pourront jamais le faire. Aujourd'hui même, quand le Tchad a pu dénoncer ces accords coloniaux, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour le Tchad pour pouvoir entrer dans l'AES. Alors, regardons voir en quoi est-ce que le Togo pourra aller jusqu'à ce point-là. Il est que les Africains doivent comprendre que ce coup de communication n'est que des invectives envers les Africains, une provocation encore de plus envers les Africains. Mais nous ne sommes pas contre le fait quand même que Faure Gnassingbé et son gouvernement laissent le port du Togo à la disposition des États du Sahel. N'importe quel gouvernement au Togo le ferait. Parce que nous sommes tous les Africains et nous compatissons à nos douleurs à tous. Vous voyez? Mais quand ce qui concerne le Ghana a fait un grand pas. Mais je ne pense pas qu'il serait de bon ton pour les États de l'AES aujourd'hui d'accueillir un quelconque État en leur sein. Il faut d'abord qu'ils consolident ce qu'ils sont en train de construire, de formuler les bases réelles avant que tout autre État qui remplirait les conditions puisse faire sa demande d'entrée au sein des États de l'AES. Et je pense quand même que
les États de l'AES, les chefs d'État de l'AES sont bien conscients de la situation et ils ne feront pas entrer un poison dans cet espoir que les Africains nourrissent en l'AES et le faire catacliter. Je pense quand même que les Africains doivent rester éveillés et accompagner les États de l'AES aujourd'hui à sortir de l'auberge afin que l'Afrique reprenne le flambeau de ce panafricanisme dont vous êtes à For You Media un pilier essentiel dans la communication. Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites et je vais prier mes chers frères africains à compatir également la douleur des Togolais. Les Togolais s'organisent aujourd'hui. Le pouvoir de Faure Gnassingbé va tomber. Il faut le noter dans un calepin aujourd'hui. Les Togolais se mobilisent. On nous a terrorisés pendant trop d'années. 38 ans du père, 20 ans du fils, aujourd'hui 58 ans d'une seule famille. On a une paix de cimetière au Togo. Mais les Togolais ne sont pas découragés. Nous nous mobilisons. Nous allons faire partir ce régime. Et tenez-vous bien, quand nous reviendrons en France, nous ne priverons jamais les États de l'AES du port autonome de Lomé. Tenez-vous pour dire. Et je crois quand même que chacun d'entre nous doit rester éveillé pour accompagner également les Togolais dans leur lutte de libération contre le néocolonialisme et l'impérialisme institué et représenté par Faure Gnassingbé et son équipe aujourd'hui. Il a pu vendre sa peau à l'extérieur comme quelqu'un de bon, On a toujours parlé de ses succès dans les négociations, dans les dialogues, mais on n'a jamais parlé de ses échecs. Lorsqu'il y avait eu 4 mercenaires arrêtés au Burkina Faso, la France avait compté sur Faure Gnassingbé pour les libérer. Mais c'est parce qu'il n'a pas pu réussir qu'on a confié cette gestion au Maroc qui a su libérer par négociation interposée avec les autorités burkinabées. Et on ne parle pas de ces échecs. Il y a tant d'autres actions que Faure Gnassingbé a initiées pour le compte de la France au sein du Sahel qui n'ont pas abouti. Personne n'en parle, vous voyez. Donc, chers frères et sœurs, ne pensez pas que Faure Gnassingbé serait un élément essentiel pour desservir la libération africaine dont le noyau s'est planté aujourd'hui dans le Sahel. Merci à chacun d'entre vous et je pense quand même que vous nous accompagnerez également en tant que Togolais à nous libérer de cette colonialité, à nous libérer de cette dictature féroce de 58 ans d'une seule famille. Vous comprenez? Le Togo a toutes les richesses. Allez à Lomé aujourd'hui et vous verrez comment Lomé est une poubelle. Pour sortir, M. Barré, pour sortir. Alors que nous avons tant de richesses, le phosphate, le pétrole, le manganèse, nous avons le fer, nous avons le diamant, nous avons l'or. Allez regarder le Togo aujourd'hui. Mes frères qui passent chaque jour et conduisent à travers du port de Lomé jusqu'au Niger. Voyez la route, l'état de la route. Voilà. Merci à vous, M. Barré. Finalement, vous êtes allé au bout de votre intervention avec beaucoup de difficultés, mais vous avez persisté. Merci à vous. Vous avez fait preuve de résilience. Et merci à vous, M. Barré. Encore 16 ou du moins 15 minutes à passer à vos côtés. Je pense qu'on peut prendre les derniers appelants. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, For You Media. Ah, mon prédécesseur qui vient de partir là, il est vraiment fâché. Mais c'est pas bien grave, c'est ça l'Afrique. Ce que j'aimerais dire, je voulais parler de la RDC. Pour moi, j'ai suivi la dernière fois sur For You matin. Voilà, ils ont fait un débat un peu sur la RDC, mais je n'ai pas pu réagir, mais ce n'est pas bien grave. Mais je voulais me prononcer un peu sur ce sujet. Pour moi, là, à un moment donné, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a échoué dans sa mission de libération. Et pour moi, aujourd'hui, pour moi, c'est mon avis personnel, hein, il ne peut pas libérer la RDC, il ne peut pas. Ça, il n'a qu'à avoir l'honnêteté de le dire, il n'a qu'à avoir l'honnêteté de dire aux Africains, au peuple congolais, que je ne peux pas. Parce que ces accords militaires qu'il a, les accords militaires qui font qu'il ne peut pas, parce que je n'arrive pas à comprendre que 8e, ils ont fait le classement des puissances militaires en Afrique. La 8e puissance militaire africaine, qui est l'armée de la RDC, qui n'arrive pas à battre une rébellion dans le nord
pour moi, il y a un problème. Et ça m'a amené à m'interroger. Quand j'ai même vu que l'armée congolaise est placée devant certains pays que moi-même je vois où il y a la stabilité et l'armée congolaise est placée devant, je me dis qu'il y a un problème. Et le problème là, pour moi, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Sa politique l'empêche de prendre certaines décisions. Et ce jour-là, ceux qui ont intervenu, certains l'ont dit. Aujourd'hui, à un moment donné, quand tu combats avec des gens, tu combats avec ton armée et tu as des soutiens et que ça ne marche pas, mais il faut changer de soutien. Mais j'ai remarqué que Félix Tshilombo, il ne peut pas changer de soutien. Comment il peut accepter que Kagame s'asseye dans un coin et Kagame lui dise que oui, c'est lui, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. C'est lui-même de lui dire qu'il est incompétent. Et Kagame a raison. Quand Kagame le dit, il a raison, il est incompétent. Tu as la 8e puissance militaire en Afrique. Et tu ne peux pas battre une simple rébellion qui sème le chaos dans le Nord. Il accuse toujours le Rwanda. Mais Kagame l'entend le renvoyer à ses copies pour lui dire, mais écoute, tu accuses les gens, tu accuses le Rwanda, alors que ce n'est pas moi, c'est l'Ouganda. Donc, Félix Tshilombo sait très bien. Il avait dit à la moindre escarmouche, nous on l'a écouté lors d'un discours, il a dit à la moindre escarmouche, il va se battre contre le M23. À la moindre escarmouche, il va se battre avec même le Rwanda. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Il échoue, il a échoué. Il a échoué, qu'il l'admette, parce que le peuple de la RDC a beaucoup souffert. Je crois qu'à un moment donné, là... vous n'allez tout de même pas encourager une guerre ouverte entre le Rwanda et la RDC. Il peut appeler à l'aide. Vous n'allez pas encourager une guerre entre la RDC et le Rwanda. Ce n'est pas le scénario que nous envisageons tout de même. Nous restons disposés à une solution diplomatique, mais pas à une guerre ouverte entre les deux pays. Mais, monsieur Nguéné, je crois que je vous entends pas. Alors, vous parliez de l'incapacité du président Félix Tshisekedi à répondre d'ailleurs aux défis sécuritaires de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes revenu sur l'une de ses promesses de campagne faites où il disait clairement qu'il allait déclarer la guerre, qu'il allait entrer en guerre contre le Rwanda. Ce n'est pas le scénario qui nous arrange, nous, en tant qu'Africains. On ne gagne rien en incitant notamment à une guerre ouverte entre le Rwanda et la RDC. Le plus important, c'est de trouver une solution diplomatique à ce conflit aujourd'hui, à ce conflit ou du moins à ce différend. C'est d'ailleurs pourquoi on a jugé utile de donner de la chance, notamment au processus de Luanda qui est piloté par le président angolais João Lourenço. Oui, Nguéné, oui, tout ça, je suis d'accord que même pendant qu'il y a la négociation, la voie diplomatique, mais les rebelles continuent d'avancer. Les rebelles continuent d'avancer, bien entendu, parce qu'ils négocient pour pouvoir obtenir une solution. Mais ils négocient, mais les rebelles du M23 avancent dans leur progression. Ils ne sont pas statiques. Pour dire que non, comme il y a une négociation, on s'arrête. Donc pour moi, cette négociation-là, ça a lieu d'être, mais Félix Tshisekedi Tshilombo lui-même, qu'est-ce que l'armée fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a libéré aucun territoire. Au contraire, les rebelles gagnent du terrain. On peut négocier, d'accord, mais qu'est-ce que fait l'armée? Qu'est-ce qu'il fait? Les populations continuent de souffrir. Les rebelles 23 gagnent de ville en ville et commencent à avancer. C'est quand ils vont arriver à Kinshasa demain qu'on va trouver une solution? Non. Moi, je ne pense pas. João Lourenço, ils n'ont qu'à faire les choses de façon plus claire. Ils n'ont qu'à dire les choses telles qu'ils sont. Ils n'ont qu'à dire d'abord aux rebelles du M23 d'arrêter leur progression. Si en ce moment-là, ils ont dit aux rebelles du M23 d'arrêter leur progression, et puis on discute, on écoute les rebelles pour voir leurs revendications. Mais pendant qu'on prend la voie diplomatique, les rebelles continuent à combattre. Et sur le terrain, l'armée congolaise recule. Donc c'est de ça que moi je parle. Je dis que comment je peux comprendre que la 8e puissance militaire n'arrive pas à freiner une simple rébellion. Et Kagame se moque de lui. Vous voyez, Kagame, quand il tient son discours là, moi, ça m'a fait mal. Si c'était à moi, Kagame avait dit ça, moi j'allais me fâcher, que ça allait très mal. Attends, je ne suis même pas un président, mais déjà même ça m'énerve.
Donc, à un moment donné, je veux que, même s'il y a le processus de Luanda, les gens n'ont qu'à d'abord demander aux rebelles du M23 d'arrêter leur progression. S'ils sont sincères dans ce qu'ils sont en train de dire, ils arrêtent leur progression et puis maintenant, on discute. Mais pendant qu'on discute, les rebelles gagnent du terrain et l'armée est faible. La 8e puissance militaire africaine est faible sur un terrain. Et c'est là que moi, il y a mon interrogation. Je me demande pourquoi l'armée recule et les rebelles du M23 prennent le dessus. Pour eux, ce que je vois en tête est que Félix Tshilombo ne mène pas réellement une bonne politique militaire pour libérer la RDC. Pour moi, il a échoué. Quand je regarde tout son parcours, il a échoué. C'est l'une de ses promesses-là. Il n'a pas tenu sa promesse. Il avait promis libérer la RDC du M23. C'est ça même, il a été élu, mais il n'a rien fait. Jusqu'aujourd'hui, son bilan, c'est pas bon. Son bilan côté militaire, c'est pas bon du tout. Il n'arrive pas à battre cette rébellion. Donc, pour moi, il n'a qu'à signer les accords, la solution que je lui propose, il n'a qu'à signer les accords vrais, les accords qui peuvent vraiment amener la RDC à être libérée. Parce que les procédures de Luanda, je ne pense pas que quand ils vont demander aux rebelles du M23 de se replier, ils vont vouloir se replier. Les terrains qu'ils ont conquis là, est-ce qu'ils vont vouloir libérer ces terrains-là? Non, il faut se battre. Il faut se battre. Donc, moi, je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est vrai que ça choque un peu en Afrique, mais il faut se battre. Il faut se battre pour se libérer. Encore, merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci. Je ne sais pas s'il faudrait parler de l'armée qui recule du côté la plus démocratique du Congo. Les FARDC tentent de rassurer comme elles peuvent. Elles ont d'ailleurs communiqué après la prise, du moins la reprise d'ailleurs du contrôle de la ville de Nkunku dans le territoire de Massissi, même si la situation reste préoccupante, notamment du côté de Minova, entre autres au sud Kivu, où on annonce une avancée significative du M23. La société civile congolaise appelle la communauté internationale à prendre clairement ses responsabilités. Les Nations Unies, Washington, l'Union européenne, entre autres, sont clairement interpellés, même si vous dressez un bilan négatif, du moins du mandat, du deuxième mandat, voire premier et deuxième mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous. On va prendre un dernier appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Salut. Mr. President Guinea. Thank you so much. I'll be the last one. You know what I'm saying? I'm so very happy I'll be the last one. So, Mr. Guinea, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Vraiment que Dieu te bénisse. President Guinea, je vais te dire quelque chose. Je suis très content à tous ceux qui ont appelé. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont appelé. Et merci beaucoup à tous les techniciens qui font du travail qu'on ne peut pas les voir, mais c'est eux, grâce à eux, vraiment, tout ce qu'on fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. You know what I'm saying? Thank you so much for that. Prince Guinée, il faut voir quelque chose. Pour le taureau, moi, je vais venir pour le taureau. Après, je vais venir pour le Bénin. Pour le taureau, les gens, ils disent que d'autres souhaitent que le pouvoir tombe du taureau. Moi, mon souhait, là, que ce pouvoir-là reste. Le pouvoir qui n'est pas prêt pour aller attaquer ces voisins-là. Que Dieu bénisse ce pouvoir-là. Par rapport à Patrick Talon, là, s'il disait que Patrick Talon, le pouvoir de Patrick Talon tombe, moi, je pouvais le soutenir. Mais dire que le pouvoir du taureau va tomber, non, jamais. Nous, on veut prier Dieu que ce pouvoir le puisse laisser. Au moins, eux, ils ont été clairs pour ne pas aller attaquer vos propres frères. Il faut que nous, les Africains, on ait la capacité d'aimer entre nous. Madame Cissé l'a dit. J'ai écouté la dame là. Madame Cissé l'a dit. Je la félicite beaucoup. Il faut qu'on puisse se donner la main pour avancer. Si le pouvoir du taureau tombe là, vous voulez que quel pouvoir qui veut venir faire le mieux? Le moment qu'on souhaitait, tout le monde, la Côte d'Ivoire avait un bataillon pour aller déstabiliser le Sahel. Patrick Talon, il était le prêt. C'est lui-même qui a dit que tous les moyens sont bons pour aller déstabiliser vos propres frères, qui sont noirs, le couleur noire que vous. Même chose, même père, même mère. Nous sommes de la même famille. Et le Nigeria était prêt aussi pour aller détruire le Niger. Le taureau de Fort Yadema a dit non. Non et non et non. Moi, je ne vais jamais participer à détruire aucun pays de l'Afrique. Quand Tiani a pris le pouvoir, 10 jours plus tard, Tiani est arrivé au taureau. Le président Fort Yadema a reçu Tiani, a soutenu Tiani.
Et grâce à ça, quand on veut parler de Sahel, on parle de l'AIS, on parle de l'AIS. C'est grâce à le Togo qu'il y a eu l'AIS. C'est Faure Yadema qui a soutenu l'AIS. C'est grâce à lui qu'il y a l'AIS aujourd'hui qu'on parle que nous tous on est fiers. Reconnaissez ça. Grâce à sa diplomatie, la Côte d'Ivoire et le Mali, ils ont pu arranger le problème. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Quand il a pu arranger avec Damiba et Ibrahim Traoré, vous ne parlez même pas de ça. C'est son pouvoir qui va tomber. Inch'Allah, ce pouvoir-là ne va jamais tomber. Moi, je souhaite, Faure Yadema, de continuer comme ça envers nous, les Africains, parce qu'on ne peut pas être la même chose. Chacun donne à son avis. Ça, c'est aussi mon point de vue. Et mon dernière parole que je veux parler, c'est au niveau du Togo, au niveau de Bénin. Patrick Talon, tu as dit que tous les moyens sont bons pour aller déstabiliser le Niger. Mais tous les moyens ne sont pas bons pour équiper tes soldats. Vous avez vu les militaires mourir au Bénin? Ils ont inventé les militaires. Et à l'heure, actuellement, ils ne parlent pas de ça. Hein. Ils sont en train de parler des élections. C'est comme ça aussi que Roch-Kaboro aussi faisait ça. Les militaires mouraient et on parlait des élections pour dormir la conscience du peuple. Alors que les caporaux, les lieutenants, les militaires du rang, ils meurent tous les jours au front. Ils manquent de munitions, manquent d'équipement, manquent de gilets protecteurs. Tout ça là, ils ne voient même pas ça. Patrick Talon ne voit pas ça. C'est les élections qui les regardent. Même les Béninois. Et tous, c'est les élections. Et vos fils meurent tous les jours. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Comme dit Mme Cissé, réveillons-nous. Et c'est mon contribution et c'est mon point de vue. Et merci beaucoup. Et vous m'excusez si j'ai dérapé à quelque part. Thank you so much. Nous n'avons rien à vous excuser. Merci pour votre contribution. Merci d'ailleurs à tous nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Malheureusement, nous avons une contrainte de temps. Nous ne pourrons pas aller au bout, ou du moins, nous ne pourrons plus prendre d'autres appels au regard justement de cette contrainte. Dans quelques instants, vous retrouverez votre grande édition d'information sur les antennes For You Media Africa. Bonne soirée, rendre l'antenne sans toutefois remercier nos nombreux téléspectateurs, toujours aussi nombreux au quotidien sur les plateformes numériques Facebook, YouTube, Instagram, Telegram ou encore X. Vous êtes particulièrement nombreux également à nous suivre en relais via la 96.3 FM For You Radio. Merci également à la réalisation invisible mais pourtant très efficace une fois de plus. On se donne rendez-vous, on disait demain forcément pour d'autres émissions sur les antennes For You Media Africa, matinée pour votre matinale informative For You Matin et bien sûr en soirée pour le point sur l'actualité. Bonsoir à tous.